il y a beaucoup d'agressions par arme blanche. Les agressions se font en milieu de guerre. Vous connaissez ce qui se passe à l'Est. Ce qui s'est passé dans les Kasaï centrales. Ce qui continue à se passer dans la province du Nord Kivu, la province d'Ituri et dans d'autres provinces. Nous avons beaucoup d'agressions par armes blanches en contexte de guerre et en pratique civile. À Kinshasa, il n'y a pas la guerre. À Kinshasa, nous allons présenter ce problème dans un contexte de pratique civile. Tout le monde connaît le phénomène Kuruna qui, depuis plus d'une décennie, prend de l'ampleur dans notre milieu. Ils agressent tout celui qui se présente devant eux. Nous tous ici, nous constituons une proie facile pour ces agresseurs. Et les lésions qui sont engendrées par ces agresseurs sont des lésions graves qui peuvent intéresser n'importe quelle partie du corps. Ils blessent à la tête, ils blessent à la face, au cou, au thorax, à l'abdomen, aux membres supérieurs, aux membres inférieurs, même des mutilations au niveau des sexes, des organes génitaux. Donc, c'est un problème réel de notre milieu. Je crois que quand nous formons, on forme les médecins, on les forme d'abord pour leur milieu de vie. On ne nous forme pas pour aller traiter les Suédois, non. Pour traiter les Américains, non. C'est d'abord pour résoudre les problèmes de notre société. Et là, en voici un qui nous pose des problèmes dans la prise en charge. Ces lésions, leur traitement exige beaucoup de moyens. Le traitement est onéreux. Mais malheureusement, c'est pour une population pauvre, une population démunie. Dans notre recherche qu'on va vous présenter, les agresseurs ont plus blessé les populations pauvres. C'est plus les pauvres. Quoique rarement on a eu, rarement un médecin agressé, on en a eu. Mais les sujets qui ont assez de moyens, nous n'en avons pas connu beaucoup dans notre étude. Ce qui fait que comme ce sont les pauvres qui sont agressés, qui présentent des lésions graves, malheureusement, ces lésions sont invalidantes. Si on sectionne un nerf et que vous ne les situerez pas, c'est fini. Les membres deviennent invalides. On sectionne un membre, vous les situerez, va et ça la microchirurgie. Vous ne récupérez rien. Vous pouvez récupérer un membre mais qui est non fonctionnel. Voilà. Je vais passer la parole au docteur Moubadi qui va maintenant entrer dans les vifs du sujet. Il va présenter notre petite expérience de l'hôpital Voici-L'Homme de 2008 jusqu'en 2021. Le peu de cas qu'on a reçus, comment nous les avons gérés et quel a été notre constat. Voilà, merci beaucoup. Dans une petite introduction, et cette petite introduction, nous allons la développer comme ça. Qu'est-ce qu'on entend par une lésion d'agression par arme blanche? Ces lésions, ce sont des lésions traumatiques au cours des agressions en pratique civile et sont représentées par l'ensemble des perturbations locales d'abord ou générales, mais elles sont engendrées par toute blessure ou lésion produite sur le corps par une action violente due à une attaque perpétrée. Cette attaque, ce n'est pas d'un animal vers un humain, mais c'est d'un individu sur un autre individu. Survenu, les types d'armes blanches utilisées et des habitudes socio-culturelles
d'un peuple. En tenant compte de leur répartition mondiale, en Côte d'Ivoire, vers 87, vous comprenez que les agressions ont commencé il y a longtemps, dans une série de 652 traumatismes ouverts de l'abdomen, 88% étaient dus aux agressions par arme blanche. En Amérique, vous allez comprendre que 35%, en Amérique du Nord bien sûr, 35% des plaies étaient liées aux agressions par arme blanche. Il existe dans plusieurs quartiers. Non, nous sommes du Nord. Nous ne nous entendons pas avec ceux du Sud. Quand vous vous rencontrez, il y a un combat. Pourquoi? Parce qu'il est du Nord. Les règlements de compte. Il y a le conflit électoral. Vous ne pouvez pas voter tel. Si vous votez tel, ne passez pas dans tel contrée. Voilà. Il y a le conflit des sports. Moi, je soutiens telle équipe. Pourquoi tu as marqué et toi tu cries? Donc, il y a des agressions dans ce sens. D'autres sont non précisés. Après avoir eu ces contextes d'agression, nous devons étudier par rapport à l'épidémiologie que nous venons de vous montrer, la topographie des lésions. Les lésions que nous avons eues chez ces 52 victimes ont intéressé quelle partie du corps? Selon notre répartition, nous avons constaté que la tête, c'était la partie du corps la plus prédominante ou la plus touchée, avec 36,5%. Viennent en deuxième position les membres thoraciques ou les membres supérieurs, avec 14,27%. Nous allons voir le pourquoi. Les membres pelviens, donc toutes les parties du corps peuvent être atteintes lors de cette agression par arme blanche. Au niveau de la tête, quelles sont les lésions qui ont été rencontrées ou que nous avons eu à découvrir? Il y a l'hématome sous-dural, mais le plus souvent, c'était le plaies du cuir chevelu. Nous avons constaté que l'agent vulnérable le plus utilisé, c'était la machette. Et la machette, c'est un agent vulnérable qui est tranchant. C'est comme ça qu'il y a eu plus de plaies, 19,2%. Et il y a des plaies faciales, il y a des contusions de l'œil, plaies faciales complexes. Donc vous comprenez qu'il y a une diversité de lésions. Et ces lésions peuvent intéresser n'importe quelle partie selon les tableaux précédents. Au niveau du cou, c'est le plus souvent les plaies profondes ou les plaies superficielles. Mais vous devez savoir aussi qu'il peut y avoir des fractures du rachis cervical qui sont aussi connues, voire même la section médulaire. Au niveau thoracique, nous avons remarqué qu'il y a plus de contusions, de plaies superficielles avec 5,7%, mais il y a aussi plusieurs lésions qui peuvent être rencontrées au niveau du thorax. Des plaies perforantes, des plaies pénétrantes, mais dans notre étude, voilà les lésions que nous avons eu à rencontrer et vous allez avoir une explication par la suite. Au niveau abdominal, il y a la plaie pénétrante avec 1,2%, plaie superficielle 3,8% et avec la rupture de la rate. Voilà les lésions. Mais il y en a plusieurs. Même les plaies perforantes, il y en a. Mais voilà dans notre étude ce que nous avons eu. Au niveau des membres, comme nous avons vu ailleurs, les membres n'étaient pas plus atteints, c'était plus le thorax et la tête. Mais ici chez nous, nous avons vu que c'était la tête et les membres thoraciques et les membres pelviens, ou membres supérieurs et membres inférieurs. Et là, c'est beaucoup plus les plaies profondes, avec 9,6%. Toutes les lésions peuvent y apparaître, des fractures, des luxations, des contusions, voire même des sections tendineuses. Mais ce qui est dramatique, c'est l'amputation. On peut même vous amputer un membre, comme le chef vient de dire, on vous invalide. Quand on vous ampute un membre, c'est-à-dire que vous ne devenez plus fonctionnel avec cette partie du corps. Voilà. Au niveau du membre inférieur, c'est presque le même type de lésion. Et ce qu'il y a aussi, c'est
les délais avec lesquels nous sommes consultés. Il y a moins de 6 heures ou de 0 à 6 heures et plus de 6 heures. Mais dans tout ça, nous avons compris que c'est imminent et déterminant. Très déterminant même dans l'évolution d'une lésion. Avec 73,1%. Selon la variété de lésions, il y a plusieurs types de traitements. Entre autres, l'ostéosynthèse, dans la parotomie, vous avez vu des lésions abdominales, la ténoplastie pour des lésions tendineuses et un traitement médical et orthopédique n'ont pas pu manquer pour des contusions et des contusions musculaires. Ces malades qui ont été blessés, que nous avons traités, quel est leur devenir? Dans 75% d'une manière générale, la majorité de nos patients ont guéri sans séquelles. Mais il y a eu quand même quelques séquelles. Ils sont guéris, mais ils sont restés avec des séquelles. 21,2%. Nous allons voir ces séquelles. Et il y a eu quand même des décès. 3,8%. C'est là que nous devons être interpellés. 3,8% dans cet échantillon que nous avons à vous présenter, mais qui n'intéresse même pas l'entièreté de la commune, une seule ou contrée ou un quartier d'une commune sur les 24 qui a représenté 2%, 3,8% de mortalité. Mais si on faisait une étude multicentrique, vous imaginez quel taux on devait avoir de mortalité. Voilà. Et c'est ce qu'elles ont consisté en quoi? Le plus souvent, c'est les déficits moteurs du membre. Et chez nous, c'était la main. Comme nous vous avons montré, plus les membres étaient touchés en deuxième position que la tête. C'est comme ça qu'il y a eu des déficits moteurs. Il y a eu une amputation d'une main. Les ankyloses, cicatrices kéloïdiennes, ce sont les séquelles qui restent après cette agression. Les décès ont consisté en quoi? Comme nous vous avons dit que les lésions engendrées sont d'abord locales et générales, ce sont des suppositions. Et en tenant compte de l'âge, c'était plus les jeunes. Regardez les extrêmes, 2 et 59 ans. Les jeunes étaient plus atteints, dont l'âge moyen était de 28,5 ans. Les jeunes adultes sont exposés aux agressions par armes blanches. Ceci serait lié à quoi? Premièrement, et ce que nous connaissons tous, les jeunes ont une activité physique intense. Et quand ils sont agressés, ils ne se laissent pas faire. C'est dans ces contextes qu'ils sont plus agressés. Si c'était une femme, elle pourrait fuir. Si c'était un papa, il pouvait dire non, prenez tout ce que je... Mais les jeunes pourront montrer sa force et dans cette situation, il est agressé. Les sexes, comme nous vous avons dit, les hommes sont naturellement très violents. C'est comme ça qu'ils ont représenté. Ils ont représenté 82,6% contre 12,4% des femmes. Cela n'exclut pas que les femmes ne sont pas agressées. Parce que les motifs d'agression sont multiples. Et les actes de vandalisme caractérisent les hommes, les actes criminels et les guerres. Vous verrez que dans les guerres, il y a plus les hommes que les femmes. En rapport avec l'argent vulnérable utilisé, chez nous, c'était la machette qui a représenté 34,6%. Mais vous allez voir que cette machette est responsable des lésions qui ont caractérisé la localisation selon la fréquence, la tête et le membre thoracique. Et qui a eu à obstruer la lumière utérine. Et c'est difficile que cette femme puisse concevoir. L'idéal serait d'opérer pour pouvoir faire l'ablation de ces polypes endoutérins. Là, c'est une image échographique de ces polypes endoutérins. Ce qui est en violet là,
c'est les polypes. Et ce qui était coloré en rouge, c'est les myomètres. Là, vous avez le polype et puis vous avez les myomètres. Toujours en rapport avec le problème des pathologies chirurgicales, nous mettons la synergie comme étant un acte opératoire. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a un problème de synergie, nous sommes censés faire une cure de synergie. Je voulais attirer l'attention de mes confrères et de mes collègues médecins sur la complexité de cet acte qui semble devoir être banal, mais c'est un acte très sérieux et important et qu'il faut tenir compte de tous les paramètres autour des problèmes de synergie utérine. Ça, c'est une image hystéroscopique. Et là, c'est une image échographique. Quand vous regardez l'image échographique, c'est une image qui est limitée. Nous avons une image hyper échogène avec cône d'ombre postérieure. Mais face à cette image, nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir détecter les ossions. Lorsque nous voulons faire la cure de synergie, nous allons faire la dilatation à l'aide de bougies d'égard et puis par après, nous allons faire placer un stérilet en boucle de lisse. Ce sont des stérilets progestrogéniques pour le renouvellement de l'endomètre. Et après 3 mois, selon votre appréciation, vous faites ablation de votre stérilet. Mais qu'est-ce qui prouve que les trompes de cette femme étaient aussi bouchées? Parce qu'en faisant la cure de synergie, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une perméabilité de la lumière utérine et qu'il y a facilité que cette femme puisse tomber enceinte. C'est très bien. Est-ce que nous prenons le temps de pouvoir redemander une hystérosalpingographie? Non. On se limite par là et on pense que nous avons tout corrigé. Regardez l'image à ma droite. Ça, c'est une hystéroscopie diagnostique. Image hystéroscopique. Ce que vous voyez, c'est le siome utérin de la trompe droite. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas l'osium. C'est le fond utérin, mais qui est sorti partiellement. Pourquoi? C'est à cause de cette synergie. Cette synergie empêche d'analyser le fond utérin. Il peut y avoir aussi un noyau intracavitaire, mais qui est au niveau du fond, mais caché par ces marquements de synergie. Si on se limite par là, on ne saura pas faire cette découverte. C'est comme ça, il est impérieux ou impératif, après avoir fait votre séance d'hydrotubation, en fait, votre séance de cure de synergie, ou avant même de passer, parce que aussi, nous rencontrons certaines patientes dont les moyens sont limités et qu'il est vraiment difficile de pouvoir élargir nos explorations. Parce que lorsque je vois, après une échographie, qu'il y a une synergie corporelle comme celle-ci, je souhaiterais demander à ma patiente d'aller faire une hystéroscopie diagnostique, pas opératoire. Hystéroscopie diagnostique. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra me dire s'il y a perméabilité tubaire. En ce moment-là, je peux m'attarder de pouvoir de faire ma cure de synergie et de placer un stérilet. Et après, je pourrais savoir ce qui a empêché la conception était cette synergie. Kyste multiloculaire mixte. Ça entre dans les paquets des pathologies ovariennes où nous avons des kystes ovariennes organiques.
C'est un kyste multiloculaire. Pourquoi? C'est parce que vous avez la présence de plusieurs locules, 2, 3, 4, 5, et séparés par le septum complet. La caractéristique des kystes ovariens organiques, si vous regardez la paroi elle est épaisse. Nous avons un renforcement postérieur. Et si vous faites une échographie Doppler, vous verrez que la paroi sera vascularisée. Deuxième kyste dans les types de kystes ovariens d'allure organique, nous avons les kystes endométriosiques. Et le contenu, vous avez l'image en verre dépoli, avec la paroi qui est épaisse et un renforcement postérieur. Ça, c'est un kyste dermoïde, c'est un kyste géant. Ce sont les images authentiques que nous avons eu à recevoir chez nous et puis nous avons aidé cette femme. Et quand vous regardez très bien, c'était un kyste qui était déjà tordu. Cystadénome mucineux borderline. C'est aussi un type de kyste ovarien organique. C'est un kyste mixte où vous avez la partie solide et la partie liquide. Et quand vous regardez à l'intérieur, il y a aussi l'image en verre dépoli qui est différente de végétation. Voilà ce que je disais, vous voyez les contours et vascularisés. Vous avez une paroi qui est épaisse, c'est parmi les caractéristiques d'un kyste ovarien d'allure organique. Quatrième point, responsabilité du médecin face à l'infertilité féminine. Là, c'est nous maintenant. Nous, en tant que médecins, comment est-ce que nous pouvons être à la base de l'infertilité féminine? Premier point, certaines myomectomies mal réalisées. Vous faites une myomectomie et vous vous rendez compte qu'il y a certains noyaux intracavitaires. Vous faites l'énucléation, mais vous oubliez de pouvoir laisser une sonde endo-utérine ou endocavitaire. Parce que quand vous faites l'énucléation des noyaux intracavitaires, vous allez abraser l'endomètre. Et l'abrasion de l'endomètre aura pour conséquence une synéchie. Ça sera une synéchie post-myomectomie. Qui a eu à rendre cette femme infertile? C'est vous, c'est moi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris des précautions idoines afin de pouvoir laisser la sonde endo-utérine et lors de son ablation, vous placez un stérilet en boucle de lisse afin de pouvoir renouveler l'endomètre. Mais vous laissez cette femme parce que vous avez fait votre myomectomie, vous avez pris votre argent, vous avez mis dans la poche et puis vous la laissez partir. Le reste, ce n'est pas votre problème. Soit on les fait par manque d'information, soit on est conscient des actes que nous posons. Responsabilité du médecin face à l'infertilité féminine. Synéchie utérine ou syndrome d'Asherman post-myomectomie ou césarienne. C'est ce que j'expliquais là. Vous verrez un médecin, après avoir fait la césarienne, hystérotomie, il extrait le nouveau-né, mais lors de l'hystérographie, par mégarde, il va ramener la paroi postérieure de l'utérus et la paroi antérieure. Lui-même crée une synéchie. Soit c'est par manque de concentration, soit c'est une erreur. Parce que je ne vois pas comment la personne, consciemment, peut prendre la paroi postérieure et la paroi antérieure et le mettre ensemble pour faire des sutures. C'est comme ça, en tant que clinicien et praticien, nous sommes confiés à être concentrés devant tout acte chirurgical parce que si ça tourne mal, c'est cette femme qui sera
a péri. Ce sont des cas que nous avons eu à rencontrer. Manque de désobstruction tubaire interopératoire. La plupart des femmes qui nous viennent en consultation pour désir de conception, si vous rencontrez une femme qui est venue vous consulter pour désir de conception et que vous l'examinez, vous trouvez qu'il y a des myomes, parce que ce ne sont pas tous les myomes qui peuvent empêcher la conception. Mais si c'est le cas, lors d'une myomectomie, il faut prendre des précautions. Lorsque vous faites l'énucléation, prenez soin de pouvoir chercher à savoir s'il y a obstruction tubaire ou pas. Et s'il y en a, voir comment, dans quelle mesure il faut désobstruer. Pourquoi? Parce que c'est une chirurgie assez ouverte. Lorsque nous laissons la femme à son propre gré, à son propre sort, mais nous, en tant que médecins, parce que quand une femme ou une patiente vient vous voir, c'est une personne qui s'abandonne librement entre vos mains et les mains d'un inconnu qu'on ne connaît pas. Mais c'est à vous de pouvoir lui donner le sourire tant recherché. Mais lorsque vous l'avancez encore, chers confrères, je sais que même votre conscience pourra vous reprocher un jour. Manque de délicatesse dans la manipulation des tissus. C'est parmi les principes. L'accepte. Il ne faut pas être mécanique. C'est comme qui dirait c'est un combat, c'est un cafouillage. Non. Manipuler les tissus avec délicatesse. J'ai eu à opérer avec mon collaborateur, Dr Choumou, étant en présence de notre chef. Il y avait un noyau qui était corporéo-tubaire ou tubo-corporéal. Un petit noyau, mais qui comprimait cette notion. Le chef a laissé un mot en disant ça c'est un KBU. C'est-à-dire c'est réservé aux parents. C'est-à-dire là il faut aller avec certitude et manipuler les tissus avec délicatesse. Parce que si vous éduquez très mal, vous-même vous pouvez créer l'adhérence et qui va encore aggraver la situation. Tu es allé pour désobstruer cette notion qui était bouchée par la présence de ce noyau qui comprimait cette trompe. Mais en allant, vous aggravez la situation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu à manipuler les tissus avec délicatesse. Vous êtes allé pour réparer, mais au contraire, vous finissez par détruire. Parce que je ne vois pas comment vous allez regarder cette femme-là en face et lui dire la vérité de ce que vous avez à faire. Médecin responsable de la fertilité féminine. Résection kinéiforme ou kystectomie inappropriée devant les kystes ovariens d'allure fonctionnelle. Chers confrères et collègues, nous devons connaître que la pratique de résection est apocalyptique. La bonne technique, c'est de pouvoir ouvrir la masse kystique. Ouvrez la masse kystique, enlevez votre coque, ça dépend des kystes que vous allez ouvrir. Laissez le parenchyme tranquille. Quand vous allez réséquer une partie de parenchyme, vous allez réduire la taille de votre ovaire. La taille normale de l'ovaire, c'est 3 à 6 cm carrés de surface. Vous pouvez soit mesurer. Si vous avez des échographies, des échographes où vous pouvez directement mesurer la surface, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas d'échographe, vous pouvez mesurer longueur, multiplié par la largeur, multiplié par 0,6, ce qu'on appelle l'indice de sphéricité. En faisant la résection kinéiforme, vous réduisez la taille de l'ovaire. Et l'ovaire réduit de taille a plusieurs conséquences néfastes sur la femme. Vous êtes devant
un kyste folliculaire et vous voulez opérer. C'est un kyste folliculaire. Demandez à votre patiente de revenir au 8e jour du cycle prochain pour un contrôle. C'est un kyste. Même sans traitement, ça peut s'amender des soins. Kyste sévère inoculaire. Ça entre dans des kystes ovariens dans les fonctionnaires. Kyste hémorragique du corps jaune, qui est différent des kystes hémorragiques. Corps jaune non gravidique. Syndrome de Stein-Leventhal. Parce que devant un tableau de syndrome de Stein-Leventhal, vous avez des gros ovaires. Renfermant des microfollicules de 4 mm de moyenne avec une cohorte de 12 follicules qui peuvent être placés en périphérie ou bien d'une manière mosaïque. Et quand on vous présente, vous allez dire à votre patient, il faut qu'on puisse vous opérer. Vous comprenez, c'est pourquoi vous faites 3 mois, 4 mois sans pourtant régler. C'est parce qu'il y a un problème chirurgical, il faut qu'on opère. Vous allez opérer cette pauvre et vous la foncez. Parce que la plupart des femmes qui présentent ces problèmes, la tranche d'âge, ce sont des femmes qui sont encore à l'âge de procréation, des jeunes filles et tout ça. Et quand vous allez l'opérer pour un problème de syndrome de Stein-Leventhal, vous abîmez les ovaires. Et les autres ont eu même à castrer. Et la femme qui vient, mais j'ai été opéré parce que je faisais 4 mois, je ne réglais pas. Et maintenant, ça fait une année, je ne parviens pas toujours à régler. On fait l'échographie, on trouve qu'il n'y a plus d'ovaire. Médecin responsable de la fertilité féminine. Ovaire macrofolliculaire. Vous verrez un ovaire de taille normale, mais avec des macrofollicules. À ne pas confondre d'un kyste organique qu'il faut opérer. Le syndrome de MRKH. C'est une malformation congénitale, mais vous allez dire non, vous voyez, il y a quelque chose là qui manque, il faut qu'on puisse aller arranger. Vous allez arranger quoi? Vous allez arranger une malformation congénitale, vous aggravez et vous allez bouffer l'argent de la femme gratuitement. Et puis vous la regardez dans les yeux, vous mettez son argent dans la poche et puis vous la laissez partir. Souffrance sur souffrance. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Ça, c'est très important. Lorsque vous recevez une femme en consultation, surtout pour les femmes qui désirent mettre au monde, ne pensez pas qu'elle a commencé par vous, ça peut aussi tomber. Que vous êtes le premier médecin, qu'elle a eu à consulter. Mais dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui ont eu à passer par plusieurs mains. C'est un phénomène qui est beaucoup plus fréquent chez les femmes qui ont été soumises sous chlomide. Parce que nous devons nous dire la vérité, même l'utilisation de chlomide a ses indications. Mais ici, il y a certains médecins, ils connaissent que non, le chlomide c'est un inducteur de l'ovulation. Ok, d'accord, ça va. Maman, comme tu as un problème, je vais d'abord te mettre sous chlomide. Mais il y a des préalables. Est-ce que vous avez d'abord à rechercher les préalables avant de mettre votre femme, votre patiente, dirais-je, sous chlomide? La conséquence, il y aura le syndrome d'hyperstimulation et qui peut même se compliquer à des kystes ovariens d'allure organique. Le message, c'est très intéressant. Sauf que j'avais juste une petite suggestion, pas vraiment une question. Si docteur Benzo pouvait nous ajouter les chiffres à ce qu'il venait de nous dire, ça va bien nous aider à avancer dans la science. Parce que si nous avons des chiffres par rapport à ces infertilités féminines causées par
corps soignant, les médecins, ainsi de suite. Ça en plus nous avancer. Je prends l'exemple de notre structure ici. Si nous avons par exemple 10 cas d'infertilité constatés par suite à ces manœuvres, ça peut mieux nous avancer dans la science. Merci. Une question comme telle, une suggestion, c'est très pertinent. Des études, il y a une étude qui est en cours. Comme on n'a pas encore terminé, c'est comme ça qu'on ne voulait pas balancer des choses en partie. Nous avons les cas d'infertilité iatrogène et non iatrogène. Donc je pense que dans les jours à venir, nous allons y revenir et nous vous inviterons pour que vous puissiez nous écouter. La première question, syndrome d'hyperstimulation au chlomide et quelle conduite à tenir. Je voulais expliciter d'abord pour dire quelque chose à notre ami des centres de santé, la charité. La résurrection, je m'excuse. Les syndromes d'hyperstimulation, vous devez connaître une chose. Lorsque une patiente vient en consultation pour le problème de désir de conception, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une bonne maturation folliculaire, la première des choses, c'est de chercher à savoir pourquoi il n'y a pas cette maturation folliculaire. L'ovaire contient 5 à 6 follicules. Et lors de la folliculogénèse, il y aura peut-être 1 ou 2 qui arrivera à la maturation. On commence par les micro-follicules. Nous montons follicule dominant, qu'on appelle autrement follicule éligible, élu, et enfin follicule mature. Si dans un processus de surveillance, ce que nous faisons beaucoup plus, le monitoring d'ovulation. Parce que c'est ce monitoring d'ovulation qui va nous permettre à savoir s'il y a eu des follicules sélectionnés, s'il y a eu des follicules matures, et si on trouve qu'en faisant le monitoring d'ovulation, et que les follicules ne gagnent pas des millimètres ou bien ne grandissent pas, en ce moment-là, nous allons voir dans la mesure du possible comment mettre notre femme sous inducteur d'ovulation. Autrement dit, on s'est dit, la femme n'ovule pas. Et pour aller en profondeur, il y a même des tests d'ovulation que vous pouvez recommander à votre patiente d'aller acheter et de voir si réellement elle ovule ou elle n'ovule pas. C'est comme ça que je l'ai dit. Nous n'allons pas prescrire les chlomides parce qu'il faut prescrire, parce qu'il y a les périodes recommandées et l'intervalle de temps aussi recommandé. Lorsque vous ne respectez pas ça, il y aura cette hyperstimulation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une ovariostase. C'est ça la bonne technique. Ovariostase. C'est mettre les ovaires au repos. La responsabilité du médecin, quelles sont les précautions que les autorités de Voici l'homme ont eu à prendre face à cette responsabilité? Mais la première des choses, c'est cette interpellation que nous avons eu à faire. C'est-à-dire, cette interpellation, ce n'est pas seulement à vous, c'est à nous tous. Qui n'a jamais commis l'erreur? Tout le monde commet des erreurs. Mais il y a des erreurs acceptables et des erreurs aussi évitables. Mais si nous ne parvenons pas à pouvoir éviter les erreurs évitables, c'est-à-dire, nous ne sommes pas sérieux. Raison pour laquelle nous avons lancé ces SOS à tous nos confrères de pouvoir prendre leurs responsabilités. Mon confrère nous a suggéré une chose lorsque nous demandons les bons d'échographie pour les couples infertiles ou bien les femmes infertiles. Il serait bien aussi que dans les comptes rendus que nous puissions faire aussi des suggestions. Excellente question. Mais nous sommes pités à une grande difficulté dans le sens que vous verrez un médecin qui vous envoie un bon d'échographie pauvre.
ont des échographies pauvres, hyper pauvres. Mioué. Comment allons-nous nous substituer à la place du médecin demandeur ou bien de la malade pour nous expliquer ce qu'il a? Nous ne pouvons pas. Une patiente que vous nous avez envoyée pour réaliser une échographie pelvienne, je cite, et on commence par l'interrogatoire. La déontologie ne nous oblige pas à faire ça, nous interdit. Elle peut t'insulter. Moi, on m'a envoyé faire l'échographie. Comment tu en as maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu seras honteux. C'est au médecin de pouvoir bien écrire. Bon, échographie gynécologique. La clinique, désir de maternité. Vite, statut gynécologique. C'est facile. Et je comprends que dans les cas d'espèce, si je fais une échographie, je trouve qu'il n'y a pas d'anomalie hétéroanétienne, j'ai suggéré au médecin de pouvoir faire une stérosalpingographie pour perméabilité tubaire et aussi un bilan hormonal. Mais si vous êtes pauvre, vous êtes muet dans votre bon établi, je serai aussi muet et je dirais ne serait-ce que ce que j'ai vu. Docteur Banzo me demande d'expliquer le syndrome de MRKH. Le syndrome de Mayer-Rokitansky Osterhausen. Mayer-Rokitansky Osterhausen. C'est un syndrome congénital qui est caractérisé par un utérus imprimaire. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie de la filière utérine et vaginale. Mais les ovaires restent normaux. C'est un syndrome qui se caractérise par un défaut de migration des canaux binaires vers les sinus urogénital lors de la vie embryonnaire. Sous d'autres cieux, ils font l'effort de pouvoir dilater l'utérus et la cavité vaginale. C'est juste pour harmoniser les rapports sexuels, mais pas pour contourner les problèmes d'infertilité. C'est ce qu'on appelle la méthode de Franck. La méthode de Franck, c'est une méthode non chirurgicale. Mais on peut faire aussi la chirurgie. Mais il a été démontré que la chirurgie, dans les cas d'espèce, ne donne pas de bons résultats. Au contraire, ça complique encore les rapports sexuels. Mais ce qui est recommandé dans les cas d'espèce, c'est faire la greffe utérine. Merci. Ok, j'espère que ceux qui ont posé des questions sont satisfaits. Ma question s'adresse au médecin-chef du service de chirurgie, Dr Koubati. Quels sont les dangers que peut représenter les lésions du cou en tenant compte des zones anatomiques? Je peux répondre à la question. Quels sont les dangers que représente les lésions du cou en tenant compte? La préoccupation est de savoir comment est-ce que la prise en charge de... Bon, pour être précis, je cherchais primo la prise en charge précise pour épargner l'épithélium cylindrique simple dans la prise en charge de kystes ovariens organiques, pour épargner les formes d'infertilité iatrogène. Et secondo, est-ce que la radiothérapie est-elle primordiale ou la chimiothérapie aussi peuvent apporter en plus dans la prise en charge de kystes ovariennes d'ailleurs organiques? Docteur Raphaël, quelque part il a parlé d'une habitation. Je voulais savoir, quelles sont les conditions pour habiter un membre, quel que soit le membre.
thoracique ou membre pelvien. Merci. Une réaction en premier lieu. J'ai trouvé que vous avez été plus épidémiologique que scientifique. Vous nous laissez sur notre soif un peu, si je peux dire ainsi. Et ma question est celle de savoir, lorsque vous avez parlé de séquelles post-agression, en deuxième lieu, c'était plus les cicatrices kéloïdiennes. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui peut justifier ça? Nous commençons avec la première question, la question du docteur Chungo. Je voulais savoir les dangers engendrés par les lésions du cou selon les zones anatomiques. En tenant compte de la topographie que nous avons présentée et en tenant compte des structures anatomiques et de la forme du cou, nous avons au niveau du cou trois zones anatomiques au niveau du cou. Et ces zones, je préfère d'abord les expliquer pour que vous compreniez les risques ou les dangers qu'engendrent ces lésions. Vous avez la première zone, elle s'étend du creux sus-claviculaire jusqu'au niveau du cartilage cricoïdien. Ça, c'est la première zone anatomique du cou. Dans cette zone, vous avez les structures qui émanent du thorax, la trachée, vous avez le gros vaisseau, vous avez l'ésophage qui passe par là. La deuxième zone, c'est celle-là qui s'étend de ces cartilages cricoïdiens jusqu'au niveau des gognons, encore appelés angles mandibulaires. Et là, vous avez beaucoup plus les nerfs et les vaisseaux. Et la troisième zone et la dernière, ce sont ces faces latérales que vous avez au niveau du cou, là où vous avez des vaisseaux destinés à l'encéphale, les carotides, les artères vertébrales et autres. Et en tenant compte de ces structures anatomiques, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme danger? Vous avez quatre grands risques quand vous avez une lésion au niveau du cou. Le premier risque, c'est quoi? C'est la lésion des structures ou des voies respiratoires superficielles. Regardez, la trachée au niveau du cou, elle est sous la peau. Même une lame de rasoir peut la blesser ou l'ouvrir. Et cette position, dans la médecine des catastrophes, elle est utile parce que quand les voies respiratoires supérieures sont bouchées, même avec un stylo, vous pouvez ouvrir la trachée et sauver la vie des malades. Voilà, ça c'est le premier risque. Le deuxième risque ou le deuxième danger, c'est l'hémorragie. Un risque hémorragique. Les lésions du cou saignent énormément. Vous avez vu les cas que nous avons monté là, ce n'était qu'une lame de rasoir, mais vous avez vu les sangs. C'est hémorragique. Le troisième risque est lié au cerveau. Il y a interruption du flux sanguin qui est destiné au cerveau. Les carotides passent par là pour amener le sang au cerveau. Et quand il y a section de ces vaisseaux, par conséquent, le cerveau n'aura plus le sang, n'aura plus les nutriments, plus d'oxygène. Voilà le troisième risque. Et enfin, le quatrième risque ou le quatrième danger, c'est un risque infectieux. Les voies respiratoires, vous avez le pharynx qui est là, le larynx, l'ésophage, c'est contaminé. Dès qu'il y a une lésion, cette lésion peut entraîner facilement un risque infectieux. Je pense de manière brève, vous avez pu quand même comprendre ce qui signifie une lésion au niveau du cou et les conséquences que ça peut engendrer. La deuxième question au docteur, excusez, j'ai oublié le nom. Les os.
les os. Voilà. Docteur, c'est une question très pertinente. Vous demandez les conditions pour amputer un membre. L'amputation, il y a d'autres qui appellent amputation un échec thérapeutique. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire. On se dit maintenant, on ampute ses membres. C'est un échec thérapeutique. Non seulement ça. Amputer un membre, vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire, vous invalidez un être humain. Mais pour prendre cette décision, il faut une réflexion. Il faut penser à tout ceci. Comment y penser? De manière scientifique. Pas de manière aléatoire. Moi, je pense qu'il faut amputer et puis tu amputes. Non. Il y a des critères. Il y a des normes scientifiques, bien sûr, qui ont été retenues dans ce que nous avons appelé les scores de Metz. Les scores de Metz, des Mangled Extremity Severity Score. Les scores d'évaluation de la gravité d'un broyement des membres broyés. Comment vous pouvez évaluer ces membres et décider d'une amputation? Parce que pour que un membre soit conservé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une bonne vascularisation, parce que c'est la vascularisation qui maintient. L'innervation, on peut s'en passer parce qu'il y aura un déficit, mais sur le plan esthétique, c'est beaucoup plus la vascularisation. Et ce score est coté, je pense, de 3 à 10. Déjà, quand vous avez un score supérieur à 7, les critères d'amputation sont évidents. L'amputation est probable. Voilà mon frère, confrère, il y a un score, le score de Metz, qui nous aide et qui nous permet de décider d'une amputation. Là, c'est quand vous avez encore des possibilités. Mais s'il y a des amputations déjà traumatiques complètes, surtout quand on utilise un agent vulnérant tranchant, vous avez déjà une amputation traumatique complète. Vous ne pouvez que fermer la plaie. Là, vous ne pouvez rien faire. Non, je cherche le score. Non. Là, ça sera dans le cas d'une greffe. Et pour faire cette greffe, il faut avoir ce que nous venons de dire, cette technologie. La chirurgie mini-invasive, nerveuse et vasculaire, pour se décider de faire cette greffe. Mais d'une manière générale, tenir compte des critères ou du score de Metz. Au docteur Simba, qui nous suggère que nous avons été plus épidémiologiques que scientifiques. L'épidémiologie, c'est une science. Vous devez aussi le savoir. Ici, nous ne sommes pas venus beaucoup plus enseigner. Sinon, vous comprenez que si nous prenons une lésion, nous prenons l'acte à faire, nous allons prendre beaucoup de temps. Ici, c'était d'abord l'impression sur ce que nous avons eu comme lésion d'agression par arme blanche, leur épidémiologie dans cette enquête monocentrique qui est notre structure sanitaire. C'est pourquoi nous avons été très épidémiologiques pour vous montrer l'ampleur des lésions, les localisations préférentielles, les lésions qui ont entraîné la mort, les degrés, les variétés. C'est pourquoi nous avons fait cette étude épidémiologique. La deuxième question, vous avez demandé les raisons de quoi? Je n'ai pas bien compris. Les cicatrices kéloïdiennes. Voilà ce qu'on appelle la kéloïde. Ces cicatrices ont d'abord une prédilection. La prédilection, vous allez voir, plusieurs personnes peuvent avoir des plaies, mais plusieurs personnes ne peuvent pas développer ces cicatrices kéloïdiennes. Vous devez d'abord savoir que le processus de cicatrisation dure au moins 12 à 15 mois pour un processus de cicatrisation. Donc si vous avez eu une plaie, sachez que jusqu'à 12-15 mois,
le processus de cicatrisation continue. Et avec ceci, au-delà de 15 mois, quand vous voyez une cicatrice disgracieuse, à ce moment-là, on parle de cicatrices hypertrophiques. Et ces cicatrices hypertrophiques existent, qui sont différentes des cicatrices kéloïdiennes. Les cicatrices kéloïdiennes ont leur spécificité en tenant compte de l'invasion, de l'évolution et d'abord du sujet sur qui ces lésions arrivent et de la localisation aussi. D'une manière générale, il y a des personnes qui sont exposées à faire des cicatrices kéloïdiennes. Selon la race, il y a certaines races, dans la race noire, et moins intéressées par la cicatrice kéloïdienne. C'est beaucoup plus la race jaune qui fait des cicatrices kéloïdiennes, mais la localisation, c'est beaucoup plus les lésions du visage, les lésions du visage, je dirais le visage au niveau des oreilles, la base du cou, tout ceci c'est en tenant compte de la localisation et des sites de lésions. Sinon, d'une manière générale, les cicatrices kéloïdiennes ont une prédilection. Et dans notre étude, nous ne pouvons pas justifier le pourquoi, parce que nous avons eu ça comme plainte, comme séquelle chez les malades que nous avons eu à soigner, et à eux aussi. La réponse était celle-ci. Mais il y a quand même une thérapie qui accompagne ces lésions kéloïdiennes, avec des infiltrations, chirurgie puis infiltration, pour quand même donner de l'esthétique anormale. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait. Docteur Chongo. Docteur, vous êtes satisfait? Ok, d'accord. C'était tellement clair. C'était tellement limpide qu'il fait de mauvaise foi pour ne pas être satisfait. Nous passons la parole à l'auteur. Je réponds aux deux questions qui m'ont été posées. La première question, c'est la question du docteur Chongo. Il veut connaître, devant une résection kinéiforme d'un kyste, que ce soit d'allure fonctionnelle ou organique, quelle serait la conséquence sur l'ovaire et quel serait aussi le devenir de cette femme en rapport avec la fertilité? La première réponse, ou le premier élément de réponse, je vais commencer par vous donner la taille réelle de l'ovaire. C'est 3 à 6 cm carrés. Quand on dit une résection kinéiforme, vous avez eu à retrancher ou à soustraire une partie de l'ovaire. C'est-à-dire vous-même, vous avez eu à réduire la taille de l'ovaire. Et en réduisant la taille de l'ovaire, vous avez exposé votre femme à développer une ménopause précoce. C'est comme ça que vous verrez cette femme venir avec plusieurs plaintes, entre autres, sécheresse de la cavité vaginale, bouffissure, sensation de bouffée de chaleur. Vous verrez des fois, elle vous vient avec des cycles irréguliers, des fois désaméliorés. Elle reste pendant 2 mois sans voir les règles, et après 3 mois, aussi longtemps que c'était une femme qui réglait normalement, il y aura manque ou baisse d'appétit sexuel. Donc voilà, bref, vous allez aider cette femme à pouvoir, pas même l'aider, mais vous l'avez enfoncé à développer une ménopause précoce. En ce qui concerne la fertilité, ou quelle serait la conséquence face à cette femme du point de vue de fertilité, vous devez savoir que la plupart des hormones sont sécrétées au niveau de l'hypophyse. Et par définition, l'hormone, c'est une substance chimique sécrétée, synthétisée, déversée dans les droits circulatoires pour aller
agir au niveau de l'organe cible. Mais aussi longtemps que cet axe hypothalamo-hypophyso-gonadique ou ovarien, l'ovaire qui est considéré comme étant un organe cible est dépourvu de ses fonctions par rapport à cette diminution de sa taille. Vous allez comprendre que cette femme risquerait de faire des cycles anovulatoires, et qui dit cycle anovulatoire, c'est-à-dire un cycle qui ne s'accompagne pas de libération de l'œuf. Comme c'est un cycle sans accompagnement de l'œuf, par conséquent, il n'y aura pas la fécondation. Voilà, d'une manière succincte, les éléments de réponse à votre question. Le confrère a posé la question, et cette question renferme deux éléments. Comment prendre en charge une femme qui a un kyste ovarien pour prévenir l'infertilité iatrogène? Et deuxième élément, la place de chimiothérapie dans la prise en charge des kystes ovariens. La prise en charge devant un kyste ovarien d'allure organique est connue. C'est l'intervention chirurgicale. En respectant les techniques appropriées. En respectant les techniques appropriées. Vous devez savoir comment est-ce qu'on peut opérer un kyste ovarien. C'est la masse kystique qu'on doit enlever. Vous devez ouvrir la masse kystique. Et tout est fonction de la nature de votre kyste. J'ai évoqué plusieurs types de kystes ovariens d'allure organique. Je parlais des kystes endométriosiques, je parlais des kystes thyroïdes, je parlais des kystes méthyloculaires, je parlais des kystes mucinés de borderline. Donc c'est à vous de savoir comment délimiter, comment identifier la masse kystique et respecter le parenchyme ovarien. Place de chimiothérapie dans la prise en charge des kystes ovariens. Je vous dirai, avec mes deux jambes tout droit dans les bottes, que la chimiothérapie n'a pas sa place devant un kyste ovarien d'allure bénigne. La chimiothérapie est réservée aux kystes malins. Je parlais de la radiothérapie. Je cherchais la place de la radiothérapie ainsi que la chimiothérapie dans la prise en charge de kyste ovarien d'allure bénigne. Il n'y a pas la place. Non, c'est-à-dire, docteur, comme le kyste, l'ovaire, est fait d'épithélium cylindrique simple, c'est-à-dire d'une seule cellule, et puis il y a la membrane basale qui est en dessous. C'est-à-dire que dès que vous intervenez avec la chirurgie, directement vous exposez la femme. D'où il faut essayer d'amplifier un peu le neurone pour essayer de diminuer un peu, de diminuer cette croissance de fertilité causée par la chirurgie. Par quel mécanisme on doit amplifier les neurones? Par quel mécanisme? Parce que nous devons, c'est notre tour scientifique. Par quel mécanisme on doit amplifier les neurones? Non. C'est-à-dire réfléchir de manière à régresser cette augmentation d'infertilité post-chirurgicale. Le problème, nous parlons, si vous vous souvenez, vous vous rappelez de la question de mon confrère Dr Pascal Kwama. Il a dit à pouvoir d'ici, peut-être on peut avoir fait une étude par rapport au problème d'infertilité iatrogène et non iatrogène. Nous avons dit qu'il y a une étude qui est en cours par rapport aux éléments. Lorsqu'on opère, on n'opère pas l'ovaire, on opère les kystes. On enlève la masse kystique. On ne touche pas les parenchymes. Comment est-ce que vous allez préserver ou bien prévenir? Pourquoi? Parce que c'est la partie malade qui doit être réséquée. C'est comme ça qu'on dit, il ne faut pas aller toucher le parenchyme sain. C'est la question de Dr Choum et que je viens de répondre. Vous ne pouvez pas aller avec la chimiothérapie ou bien la radiothérapie. C'est pour rechercher quoi? C'est pour quel but? Parce que j'ouvre, je vois que c'est un kyste d'allure bénigne, un kyste ovarien d'allure bénigne. Qu'est-ce qui est malade? C'est cette masse kystique. Je pars, je dois enlever ma masse kystique. Je ne dois pas toucher le parenchyme sain. Je vais le toucher pour quel problème? Voilà.
Les confrères doivent savoir faire de la part des choses. Nous avons parlé des kystes d'allure bénigne. Lorsque nous opérons, c'est tout ce que nous faisons tous les jours. Lorsqu'on opère, il faut d'abord chercher à comprendre qu'un kyste bénin, c'est une masse circonscrite et qui n'est pas en contact avec les cellules parenchymateuses ou qui n'envahissent pas les cellules parenchymateuses. Vous devez ouvrir, enlever la masse et enlever la coque pour éviter que ce kyste puisse récidiver. Mais si vous avez fait et vous avez trouvé que la masse a été enlevée et qu'il n'y a pas de cellules au dépend de cette masse qui sont restées et qui risqueraient de pouvoir récidiver les kystes, comment je dois utiliser les rayons pour bombarder? Je vais bombarder quelle cellule? C'est comme ça que le chef a dit. Si c'est en rapport avec les kystes malins, oui. Mais un kyste bénin, il n'y a pas envahissement. Mais je vais utiliser la radiothérapie. Pour quelle? Depuis que moi je lis et que je continue à lire sur les tumeurs bénignes, les kystes ovariens d'allure bénigne, je n'ai pas eu à lire, disons, l'importance des radiothérapies sur la prise en charge. Si vous avez un document, vous pouvez nous chercher, ou un article, vous nous amenez. Parce que la médecine, elle est cartésienne. La médecine cartésienne basée sur des preuves. Merci. Ok, j'espère que tout le monde est satisfait. Oui. Ok, merci à Dr Moubenzo pour la perspicacité d'esprit. Alors, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. Il y en a?